Donc je vais vous parler, pour moi, de choses quand même un peu plus intéressantes qui, finalement, concernent l'évolution actuelle de ce que l'on fait en pratique de cancérologie, et notamment ce grand mot qu'est la thérapie cellulaire. Alors, je dépasserai peut-être un tout petit peu mon temps parce que c'est vrai que ce n'est pas un sujet très facile, d'autant que vous êtes dans cette assistance d'origine très différente et variable, avec des gens qui connaissent très très bien la thérapie cellulaire et l'immunologie, et puis d'autres qui, bien entendu, le connaissent un petit peu moins. Donc je vais essayer de façon assez simpliste quand même, d'essayer de vous expliquer où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et notamment quels sont les développements récents, et je pense que vous en avez d'ailleurs entendu parler dans la presse. Alors, je vais essayer de me coordonner. Voilà, alors d'abord un rappel très simpliste. Ce rappel très simpliste, c'est finalement exclusivement un listing de ce qu'on sait faire en cancérologie en termes de traitement. Alors j'ai toujours pour plaisir de dire que ça rassure toujours les chirurgiens par rapport à leur avenir, mais que quand même un des grands critères thérapeutiques essentiels de la cancérologie reste la chirurgie. C'est parfois ce qui enlève le plus de tumeurs au regard de ce que l'on sait faire avec la chimiothérapie ou d'autres stratégies. Donc vraiment la chirurgie reste bien sûr un principe important qui date bien sûr depuis des années et des années. La radiothérapie, vous savez, c'est fin 19e siècle, avec donc des stratégies quand même assez intéressantes, et puis surtout maintenant des radiothérapies qui sont extrêmement ciblées et qui permettent finalement de limiter les toxicités avec une efficacité thérapeutique importante. La chimiothérapie, bien évidemment, entre les deux guerres, s'est développée, et vous verrez qu'il y a un parallèle sans doute à faire aujourd'hui avec la thérapie cellulaire, en ce sens où on est peut-être à l'heure de nouvelles drogues de thérapie cellulaire qui vont finalement ouvrir tout un champ thérapeutique, comme les premières drogues de chimiothérapie ont successivement ouvert finalement tout un champ thérapeutique qu'on connaît actuellement, avec une quarantaine, une cinquantaine de drogues que l'on utilise. L'hormonothérapie, tout le monde connaît, avec donc les indications classiques dans les cancers du sein et les cancers de la prostate. Alors, bon, la thérapie génique, j'en parlerai pas beaucoup parce que ça a un peu fait un flop, mais l'idée était quand même assez judicieuse. C'était d'imaginer qu'une anomalie génique conduisant à une cellule cancéreuse, en réparant le gène qui favorisait cela, on pouvait finalement tuer ou détruire les cellules cancéreuses. Bon, ça a été un peu un échec, il faut bien le dire, mais en tout cas, ça a eu le mérite d'exister un temps et surtout de promouvoir un certain nombre de connaissances scientifiques. Les thérapies ciblées, un certain nombre d'entre vous connaissent. Alors, c'est vraiment un fourre-tout, c'est vraiment un sac, comme quand on va faire ses courses. En fait, vous avez vraiment de tout, mais en tout cas, il y a des thérapies ciblées, notamment par comprimés qu'on connaît très bien, et qui vont cibler des voies de l'oncogénèse, c'est-à-dire ces voies de transformation, là encore, d'une cellule normale vers une cellule cancéreuse. Et puis, finalement, il y a cette fameuse thérapie cellulaire sur lequel, là encore, on pourrait imaginer, c'est un peu un fourre-tout, mais je vais essayer de vous les détailler de façon un peu plus spécifique. Alors, d'abord, j'ai une sorte de... D'abord, vous voyez, la thérapie cellulaire est essentiellement basée en fait sur l'intérêt des lymphocytes T. C'est-à-dire que ça, c'est un point qui est finalement dans cette présentation importante à comprendre, c'est que ce sont vraiment les lymphocytes T qui, à un moment ou à un autre, servent de base à l'utilisation de la thérapie cellulaire. Alors ces lymphocytes T, ils sont utilisés bien sûr dans les greffes de cellules souches hématopoïétiques qu'on connaît bien, donc l'allogreffe. Donc finalement, ça c'est une stratégie qu'on connaît depuis très longtemps, vous voyez, donc c'est pas nouveau, je vais vous expliquer toutes les différentes stratégies, mais finalement, l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est une thérapie cellulaire. Et puis il y en avait une autre qu'on connaissait bien, c'est ce qu'on appelle les TIL. Alors les TIL, ça peut vous paraître totalement idiot, mais le principe est très simple. Vous avez une tumeur, elle est infiltrée par des lymphocytes, puisque justement c'est ces cellules-là qui vont détruire les cellules tumorales. On extrait la tumeur, de cette tumeur on extrait ces lymphocytes, et puis on les réinjecte en partant du principe que comme c'est ces cellules-là qu'on retrouve au niveau de la tumeur, c'est fort probablement ces cellules-là qui vont avoir un effet antitumoral. Donc vous voyez, on est capable après, par exemple, ex vivo, c'est-à-dire en l'extérieur de l'organisme, de les expandre, d'augmenter leur quantité, d'augmenter leur qualité, et donc d'avoir une efficacité thérapeutique plus importante. Alors ça, c'est une grande idée, ça a été développé, mais vous voyez, ça fait partie des deux stratégies de thérapie cellulaire qu'on connaissait. Pour autant, il reste beaucoup à faire. Alors, je vous ai mis juste un petit clin d'œil. Il reste beaucoup à faire en cancérologie. On peut donner les chiffres français, mais pour une fois, on va donner, voyez, les chiffres un peu dans le monde. En 2012, quand même, 14 millions de nouveaux cas, 8,2 millions de décès par cancer. Si on reprend la France, c'est à peu près 550 000 d'incidence.
pour un taux de décès qui est d'à peu près 250 000 à 270 000. Donc vous voyez que quand même, ça reste une maladie qui reste préoccupante, d'où l'idée de développer un certain nombre de stratégies thérapeutiques, dont certaines vont donc être basées sur cette idée de reprogrammer les lymphocytes, qui sont donc les cellules à la base de cette thérapie cellulaire. Alors voilà le plan que je vais vous proposer. J'ai juste une ou deux diapositives sur l'immunologie et cancer qui pourraient durer des heures et des heures de présentation, simplement pour vous donner un peu quelques idées, parce que c'est ce qui est la base pour ensuite le développement de la thérapie cellulaire. Et puis on parlera ensuite d'un certain nombre d'outils qui se sont développés, qui se développent et qui sont prometteurs actuellement par rapport à certaines stratégies. Alors, l'immunité et cancer. L'immunité et cancer, c'est un schéma, vous voyez, il est peut-être compliqué, mais vous allez voir, c'est vraiment les messages qu'il faut faire passer. Vous avez ici des cellules normales, et puis vous avez tous les processus ici de cancérogénèse qu'on connaît, alors la radiothérapie, la chimiothérapie, les virus, je ne sais pas, l'alimentation, tout ce que vous voulez, qui conduisent à un processus de transformation, et à ce moment-là, vous voyez que quand vous avez une cellule normale qui se transforme en cellule cancéreuse, vous avez un mécanisme d'élimination. Alors, je ne veux pas être péjoratif avec vous, mais aujourd'hui, à la seconde même, vous avez des cellules cancéreuses dans votre organisme. C'est sûr, vous en avez qui circulent, qui passent dans le sang, qui vont s'accrocher à différents endroits, etc. Sauf que vous voyez que vous les détruisez, enfin, on peut l'espérer, que vous les détruisez, je n'oserais pas dire quasiment immédiatement, mais très rapidement par votre système immunitaire, et vous êtes, entre guillemets, protégé, c'est-à-dire que autant vous produisez des cellules cancéreuses que vous les détruisez. Malheureusement, parfois, il y a une sorte de déséquilibre qui se crée et vous avez des phénomènes d'échappement avec bien sûr la constitution d'une cellule tumorale. Et vous comprenez bien que cet échappement, il est en partie lié à justement une vigilance de votre système immunitaire qui quelque part fait défaillance et qui, au lieu de détruire cette cellule tumorale, va la laisser évoluer jusqu'à avoir ce tissu tumoral qu'on connaît bien en cancérologie. Donc l'immunité et cancer, je ne vais pas toute vous la détailler, simplement comprenez ce message, à un moment ou à un autre, votre système immunitaire, il faillit. Et il faillit de telle façon que malheureusement vous développez la maladie. L'idée de la thérapie cellulaire, c'est de s'appuyer sur ces défaillances, de les comprendre et d'essayer de les contrecarrer pour avoir une efficacité thérapeutique. Alors comment est-ce qu'on peut utiliser le système immunitaire, vous voyez, pour vaincre la pathologie cancéreuse? Puisqu'en fait l'idée c'est ça. Comment est-ce qu'on peut finalement se baser sur ce système immunitaire et vaincre le cancer? Alors vous voyez qu'il y a deux grands types d'outils. Soit on peut utiliser des outils qui s'inspirent en fait du système immunitaire lui-même, vous allez voir, vous allez vite comprendre sur la diapositive qui suit. Soit on utilise le système immunitaire lui-même comme cible thérapeutique, et là encore je vous détaillerai un petit peu ce principe. Mais quels sont les outils qu'on peut utiliser? Alors les outils, vous en connaissez en tout cas un, extrêmement bien. Le système immunitaire, pour être efficace, s'appuie sur un outil que l'on peut utiliser en cancérologie, c'est les fameux anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux, c'est de la thérapie cellulaire, de l'immunothérapie, on ne sait plus très bien comment les mettre, mais en fait, comme ce sont des cellules qui produisent les anticorps, ça reste de la thérapie cellulaire, et bien sûr, c'est de l'immunologie. En tout cas, ces anticorps, je n'irai pas plus loin dans la présentation, mais vous voyez qu'on les utilise énormément en clinique de cancérologie, puisque vous savez que par exemple dans les lymphomes, on a le rituximab, dans les cancers du sein, on en a d'autres, etc., etc. Donc on a énormément finalement d'anticorps monoclonaux. L'idée est simple, c'est que vous reconnaissez à un endroit la cible tumorale, ici, et puis vous avez là une arme thérapeutique qui est soit le lymphocyte, qui finalement va s'accrocher et détruire la cellule tumorale, soit c'est d'autres éléments, comme par exemple une drogue de chimiothérapie ici, ou alors une molécule qui irradie localement, et donc vous avez vraiment une stratégie thérapeutique antitumorale qui est basée sur l'immunologie. Alors, juste pour passer, n'oubliez pas qu'il y a aussi des indications qui dépassent la cancérologie, notamment dans un certain nombre de maladies auto-immunes ou autres. Voilà, donc ça, c'est des outils qui s'inspirent du système immunitaire. Et puis, vous pouvez avoir des outils qui, en fait, ciblent le système immunitaire lui-même, c'est-à-dire, par exemple, augmentant son efficacité, ou en le drivant, ou j'oserais dire, en le contrôlant un peu mieux, pour qu'il soit plus efficace et plus spécifique par rapport à la tumeur. Donc, vous voyez que c'est vraiment deux choses un petit peu différentes. Là, c'est vraiment un outil qu'on utilise, tandis que là, c'est vraiment le système immunitaire en lui-même que l'on peut modifier pour qu'il soit plus efficace. Alors, ce schéma, là encore, est un peu compliqué, mais je vous ai résumé un peu, vous voyez, comment est-ce qu'on peut cibler le système immunitaire.
Alors, pour vous détailler ce schéma, en tout cas, voyez simplement ici que vous avez une pathologie cancéreuse, vous voyez ici, qui est tout en gris, qui paraît vraiment bien méchante, et vous pouvez augmenter l'immunogénicité de cette tumeur, c'est-à-dire que quelque part, vous augmentez les signaux qui feraient que votre système immunitaire, à un moment ou à un autre, ne reconnaît pas la tumeur et donc la détruit. C'est ce qu'on appelle augmenter l'immunogénicité. Vous pouvez aussi augmenter la présentation des molécules cancéreuses qui vont stimuler le système immunitaire. C'est ce qu'on appelle augmenter la présentation des antigènes. Vous pouvez aussi stimuler les cellules effectrices, puisque quand vous avez un cancer, vous avez des cellules du système immunitaire qui vont les détecter, se fixer dessus et les détruire. Donc vous pouvez à un moment ou à un autre stimuler ces cellules-là pour qu'elles soient plus efficaces. On peut aussi optimiser les fonctions cytotoxiques, puisque vous savez que vous avez des cellules qui vont détruire, vous pouvez augmenter leur capacité à être destructrices. Et enfin, on peut avoir ce qu'on appelle une efficacité sur l'immunosubversion. Alors l'immunosubversion, c'est un peu plus compliqué à vous expliquer, on en parlera à la fin, mais en fait c'est tout bête et vous allez vite comprendre. La tumeur, elle est maligne, mais elle est maligne aussi, j'oserais dire intellectuellement, puisqu'elle sécrète des substances qui inhibent l'efficacité de votre système immunitaire. Eh bien, lever l'immunosubversion, c'est en fait limiter cette capacité qu'a la tumeur à inhiber votre propre système immunitaire. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de différents mécanismes qu'on pourrait détailler ensuite avec un certain nombre de stratégies. Alors, quelles sont les thérapies immunologiques non spécifiques? C'est-à-dire, quand on parle de non-spécificité, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas spécifiques à la tumeur. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une augmentation de l'efficacité du système immunitaire qui n'est pas forcément dirigée uniquement contre la tumeur. Alors là encore, quelques exemples vont vous montrer la différence. Vous avez ici l'utilisation de ce qu'on appelle les cytokines. Les cytokines, vous savez, ce sont des facteurs cellulaires qui sont sécrétés par les cellules du système immunitaire et qui vont augmenter son efficacité. Alors, il y en a que vous connaissez très très bien, puisqu'on les utilise en clinique, et vous les pratiquez, en tout cas, par exemple, dans des injections sous-cutanées à domicile, et vous voyez que ces cytokines, elles sont représentées, par exemple, par l'interféron ou par l'interleukine 2, sont deux molécules, vous voyez, qui vont augmenter l'efficacité du système immunitaire en activant, finalement, un certain nombre de ces cellules pour avoir une efficacité antitumorale plus importante. Alors c'est quand même de moins en moins utilisé, je pense que vous le voyez dans votre pratique, nous aussi, on le voit bien sûr dans nos pratiques classiques, c'est progressivement remplacé par des molécules plus efficaces et puis parfois moins toxiques. Donc vous voyez vraiment quelques indications, mais qui deviennent un petit peu marginales, et l'interleukine 2, par contre, a vraiment de moins en moins d'indications, pour ne pas dire aucune, ou presque plus, alors qu'avant, il y a une dizaine d'années, c'est vrai qu'on l'utilisait beaucoup plus. Alors on peut aussi faire ce qu'on appelle une stimulation locale aspécifique. Alors, qu'est-ce que la stimulation locale aspécifique par rapport, vous voyez, à ces thérapies immunologiques non spécifiques? Alors là encore, je vais vous montrer un exemple et vous allez comprendre en fait de quoi il s'agit. C'est surtout nos collègues urologues qui connaissent très bien. C'est ce qu'on appelle la BCG-thérapie. La BCG-thérapie, c'est le principe en fait d'instiller dans la vessie du BCG, c'est-à-dire que vous introduisez dans la vessie un agent finalement infectieux, et cet agent infectieux, il va créer au niveau de votre vessie une réaction inflammatoire, puisque bien entendu l'organisme va se défendre contre cet agent-là, et cette réaction inflammatoire, certes elle va détruire le BCG, mais elle va aussi activer un certain nombre de paramètres cellulaires qui vont détruire la tumeur. Donc vous voyez que finalement, en induisant un agent infectieux et en stimulant de ce fait l'immunité, on va avoir une efficacité antitumorale. Alors c'est ce qu'on appelle l'effet immunoadjuvant, et finalement nos collègues urologues, très souvent, font des instillations dans la vessie de cette BCG-thérapie avec une efficacité sur les tumeurs superficielles. Donc vous voyez, là encore, c'est un outil immunologique intéressant, mais qui n'est pas spécifique, puisque c'est par l'intermédiaire d'un agent infectieux qu'on a une efficacité thérapeutique plus importante. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le remplacement du système immunitaire. Alors là, on pense tous, bien sûr, à ce que je vous ai dit en préambule, c'est-à-dire l'allogreffe de cellules souches. L'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques vous permet de remplacer un système immunitaire. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout spécifique de la tumeur. Simplement, vous partez du principe que votre patient, il a développé sa pathologie cancéreuse parce que son propre système immunitaire a défailli, il a laissé la tumeur s'installer. Eh bien, vous remplacez son système immunitaire par le système immunitaire de quelqu'un d'autre, en espérant que lui sera plus efficace que le système immunitaire du patient.
Alors l'allogreffe, je ne vais pas vous la détailler, hein, mais vous savez que il y a un principe de chimiothérapie. Vous réinjectez les cellules donc, du greffon que vous avez prélevé chez un donneur, vous avez une période d'aplasie, et puis finalement il y a une sortie d'aplasie vers le J30 avec une reconstitution hématologique. Cette reconstitution hématologique passe justement par l'apparition des lymphocytes T, ces fameux lymphocytes T dont je vous parlais en préambule et qui sont à l'origine de cet effet antitumoral. Et cet effet antitumoral, il est représenté par ce qu'on appelle la réaction du greffon contre la leucémie, puisque les lymphocytes T du donneur vont ne pas reconnaître les cellules de la leucémie portées bien sûr par le patient et donc les détruire. Malheureusement, vous le savez, cette non-reconnaissance peut aussi être associée à une non-reconnaissance du receveur en lui-même, c'est-à-dire des cellules normales, et c'est ce qu'on appelle la réaction du greffon contre l'hôte, que je ne vais pas vous détailler, mais cette réaction du greffon contre l'hôte, comprenez bien qu'elle est toujours associée à la réaction du greffon contre la leucémie. Donc vous avez un effet antitumoral contre les cellules leucémiques, mais qui quelque part est malheureusement associé à un effet toxique très significatif avec la réaction du greffon contre l'hôte. Si je reviens juste en arrière, vous voyez que 6 à 20%, c'est le taux de mortalité de cette stratégie. Donc ça veut dire que vous avez certes un traitement probablement très efficace, mais dont la mortalité est extrêmement importante. Vous comprenez bien que l'objectif, c'est de tout faire pour limiter cette mortalité, parce qu'on aurait de ce fait une efficacité thérapeutique beaucoup plus importante, ne serait-ce que sur les courbes de survie. Quoi qu'il en soit, l'effet antitumoral, il est démontré. Et vous voyez que c'est une vieille diapositive, mais que vraiment est assez édifiante. Vous voyez que ici, vous avez ici les taux de rechute, et vous avez ici le temps. Mais vous voyez, quand vous faites une réaction du greffon contre l'hôte aiguë et chronique, vous avez un taux de rechute très faible. Quand vous ne faites qu'une réaction du greffon contre l'hôte chronique, vous avez un taux de rechute un peu plus important. Quand vous ne faites qu'une réaction aiguë, vous avez encore une rechute un peu plus importante. Si vous ne faites aucune réaction contre vous-même, contre le receveur, vous voyez que vous avez un taux de rechute qui est quasiment de 30%. Quand vous enlevez ces fameux lymphocytes T du greffon qui ont cette efficacité antitumorale, vous avez un taux de rechute qui est de 40%. Et si vous faites des greffes syngéniques, c'est-à-dire si vous prenez des vrais jumeaux, vous avez un patient, et vous le greffez avec son vrai jumeau, donc il y a une totale identité génétique, vous n'avez plus cette disparité, j'oserais dire, immunologique, qui fait que de ce fait, vous avez un taux de rechute qui est extrêmement important parce que vous n'avez plus cette réaction du greffon contre la leucémie. Donc vous voyez que cet effet cellulaire, cet effet de thérapie cellulaire est vraiment largement démontré par les allogreffes, mais malheureusement avec des effets toxiques très importants. Voilà, alors juste pour des petites diapositives pour vous reposer l'esprit, pour vous dire que, vous voyez, on greffe essentiellement des maladies hématologiques, des leucémies aiguës myéloblastiques, lymphoblastiques, quelques syndromes myélodysplasiques, des lymphomes, mais en tout cas, il n'y a quasiment aucune application dans les tumeurs solides. Les tumeurs solides représentent 70 à 80% de la pathologie cancéreuse. Donc vous voyez que ça reste quand même une stratégie qui marche pour certaines maladies, mais pas pour toutes, bien entendu. Quelle est l'évolution ? C'était simplement pour vous montrer qu'on a une évolution qui augmente dans les indications pour les leucémies aiguës myéloblastiques, qui tend un petit peu, vous voyez, à diminuer par rapport aux leucémies aiguës lymphoblastiques, parce qu'il y a des nouvelles stratégies thérapeutiques, notamment avec des anticorps monoclonaux, voire les fameux CAR-T-cells dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis vous avez une diminution extrêmement importante dans la leucémie myéloïde chronique, puisque vous savez qu'il y a des nouvelles molécules qui font beaucoup mieux que l'allogreffe, alors en termes d'efficacité thérapeutique, mais aussi en termes de toxicité, puisque les toxicités sont beaucoup moins importantes. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. Juste un petit rappel sur le fait qu'on a différents types de greffons. Ces différents types de greffons sont, vous voyez, le sang placentaire. Alors tout n'apparaît pas, mais vous avez le sang placentaire qu'on peut utiliser, la moelle osseuse, les cellules souches périphériques. Et un principe très important qui s'est développé depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on est capable maintenant de vous greffer avec vos enfants ou avec vos frères et sœurs, voire même vos parents, c'est-à-dire qu'on sait faire ce qu'on en appelle maintenant des greffes haploïdentiques. Donc j'oserais dire que maintenant, tout malade a quasiment son donneur ou presque.
Voilà, alors le dernier chapitre est un peu plus compliqué, c'est pour vous parler des stratégies thérapeutiques immunologiques qui sont beaucoup plus spécifiques de la tumeur, puisque là vous voyez que finalement on appliquait une stratégie qui augmentait l'efficacité d'un système immunitaire et on espérait que dans cette augmentation d'efficacité vous ayez une action antitumorale. Là ça va être beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire l'augmentation de l'activité du système immunologique va vraiment être ciblée contre la tumeur et c'est donc spécifique de la tumeur. Alors vous avez la vaccination, c'est tout simple. Vous savez bien que, par exemple, pour ne pas avoir la rubéole ou la rougeole, on vous vaccine. On vous injecte soit un virus atténué, soit des protéines de ces virus, et puis on espère que vous allez éduquer votre système immunitaire pour que quand vous allez être mis en rapport avec le virus de la rubéole, votre système immunitaire se met en marche et détruit finalement le virus. La vaccination antitumorale, c'est exactement le même principe. On a des molécules qui sont sécrétées par les tumeurs, et ces molécules sécrétées par les tumeurs, elles peuvent augmenter finalement l'immunogénicité de votre système immunitaire. Et vous connaissez ces protéines, comme par exemple le PSA, que vous dosez dans le sang, mais il y a d'autres molécules, comme par exemple le CA15-3 dans les cancers du sein, etc. etc. C'est souvent l'objet d'ailleurs de prises de sang. Eh bien, le PSA, vous voyez, est utilisé aux États-Unis, puisque c'est une molécule qui n'existe pas en France, mais le PSA est utilisé aux États-Unis pour programmer des cellules qui vont reconnaître ce PSA et aller de ce fait cibler les cellules cancéreuses. Alors, c'est une molécule qui s'appelle le sipuleucel, vous voyez. Alors, c'est un peu complexe à vous détailler, mais on prélève les cellules du patient, les cellules de la moelle osseuse, on en extrait les lymphocytes, on les présente en fait au PSA, donc dans un laboratoire, ce fameux PSA que vous dosez dans le sang. On active ces lymphocytes pour qu'ils puissent spécifiquement reconnaître ce PSA. On en augmente la quantité et on en augmente la qualité et on les réinjecte ensuite aux patients. Et bien entendu, ces cellules, aller directement au niveau du cancer de la prostate, quel qu'il soit, j'entends au niveau de la prostate ou au niveau des métastases, reconnaître le fameux PSA, se fixer dessus et détruire la tumeur. Et vous voyez que les essais thérapeutiques sont plutôt favorables, avec ici une probabilité de survie qui est un peu plus importante quand on utilise cette molécule. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, parce que je ne connais pas les études qui ont amené à ce que l'Europe ne reconnaisse pas ce médicament au niveau de l'Agence européenne du médicament, mais en tout cas, ce médicament n'est pas commercialisé en France. Mais vous voyez que c'est vraiment un principe de vaccination. Alors, comment est-ce qu'on peut aussi faire ce qu'on appelle le transfert adoptif de lymphocytes T? C'est un mot un peu compliqué, mais là encore, j'ai des diapositives qui vont vous montrer deux modèles. Le fameux modèle des TIL, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez ici une tumeur, vous voyez, votre patient il a une tumeur, vous enlevez la tumeur, de cette tumeur, vous enlevez les lymphocytes qui sont dedans, vous les mettez en culture, vous les expandez, c'est-à-dire vous augmentez la quantité, vous augmentez leur qualité et vous les réinjectez aux patients. C'est ce qu'on appelle là encore un transfert adoptif avec les transferts de ces fameux lymphocytes T qui infiltrent la tumeur. Donc ce sont des lymphocytes qui infiltrent la tumeur, dont vous allez augmenter l'efficacité thérapeutique à l'extérieur de l'organisme de l'individu et ensuite les réinjecter avec l'espoir d'une efficacité thérapeutique. Alors ça a été démontré, je vous montre comme ça, vous voyez ici vous aviez un ganglion, il a été retiré, on a enlevé les lymphocytes, on les a expandus, on les a activés, on les a réinjectés, et vous voyez que la tumeur contralatérale, elle a disparu. Il y avait un ganglion ici et ça a disparu. Alors, ça a une efficacité thérapeutique certaine, mais vous voyez que c'est très très lourd, c'est très compliqué, c'est très coûteux. Les règles finalement de prescription sont complexes, et de ce fait, c'est quand même largement abandonné en France, c'est-à-dire qu'on n'en fait quasiment plus, si toutefois on en a fait un petit peu. Donc vous voyez que si intellectuellement c'est très intéressant, avec certaines preuves d'efficacité, ce sont des stratégies qu'on utilise plus. Une stratégie qui est plus complexe, mais que vous connaissez, c'est les fameux CAR-T-cells. Alors, je suis obligé de vous parler des CAR-T-cells, et c'était sans doute peut-être aussi un peu attendu. Vous savez que c'est une nouvelle stratégie thérapeutique qui se développe actuellement en France, qui est largement développée aux États-Unis, et nous, ici en Auvergne, on le sait, puisqu'il y avait un enfant qui était affecté d'une leucémie aiguë lymphoblastique, et si vous avez lu les journaux, il avait été question qu'il aille effectivement à Seattle pour se faire traiter avec cette stratégie thérapeutique. Cette stratégie, elle arrive en France, les premières autorisations de mise sur le marché sont maintenant données, les premières utilisations sont maintenant possibles et il va y avoir un prix du médicament qui va être fixé probablement d'ici la fin de l'année. Les autorités vont quand même assez vite, on peut reconnaître quand même ça, même si on a pris du retard, et on espère quand même pouvoir les utiliser.
Ceci dit, en préambule, il faut quand même que je vous explique un petit peu comment ça marche. Alors, c'est quand même un système un peu complexe, et je vais aller vraiment à l'essentiel pour que vous compreniez la problématique. Donc, essayez de bien suivre. Vous avez ici un lymphocyte T, vous voyez, et je vous rappelle que c'est lui qui est à l'origine de l'action antitumorale. Donc, il reconnaît la cellule tumorale que vous avez ici, et il vient la détruire. Sauf que, pour ça, il passe par ce que l'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité. Et que malheureusement, les cellules cancéreuses, à un moment ou à un autre, sont trop proches du soi pour que quelque part les lymphocytes T détruisent cette cellule. C'est-à-dire que quelque part, les lymphocytes T que vous avez, il y a une immunosurveillance qui se fait mal parce que la cellule cancéreuse ressemble quand même à vous-même et du coup, elle la laisse passer, elle la laisse proliférer. Donc vous voyez que finalement, ce mécanisme de reconnaissance, il est important parce que sinon, nos lymphocytes nous détruiraient. Mais à l'inverse, quand vous avez une cellule cancéreuse, il diminue cette efficacité. Le grand principe de ces cellules, et qui est très intelligent, c'est que vous voyez qu'ici, on garde le lymphocyte T, c'est-à-dire que vous avez vraiment la cellule tumorale tueuse, et à l'extérieur de cette cellule, on rajoute, par contre, des récepteurs qui appartiennent au lymphocyte B. C'est-à-dire qu'on reprogramme ce lymphocyte T. Vous voyez qu'ici, ce n'est plus le lymphocyte T qui est ici, dans sa partie extracellulaire, c'est une partie d'un lymphocyte B. Et je vous rappelle que le lymphocyte B, c'est justement ces anticorps. C'est justement ces lymphocytes qui vont reconnaître la cellule tumorale. Donc là, vous avez un mécanisme de reconnaissance, vous voyez, du lymphocyte B contre la cellule tumorale, mais qui est en connexion avec un lymphocyte T. Et lorsque vous allez avoir une fixation de cet anticorps sur cet antigène, vous aurez une activation du lymphocyte T, et vous voyez qu'il n'y a plus le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est-à-dire qu'on s'affranchit complètement de la reconnaissance du soi. Donc, le lymphocyte T, cette fois-ci, il est parfaitement actif parce que non seulement il n'est pas finalement dans son efficacité un peu altérée par la reconnaissance du soi qui diminue son efficacité, et en plus, il a une cible qui vient directement fixer ce lymphocyte T sur la cellule tumorale. Et on appelle ça des CAR T-cells. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est un récepteur, vous voyez, T, qui est chimérique, puisque vous avez une partie de lymphocyte T et une partie de lymphocyte B. C'est pour ça qu'on a ces termes, C pour chimérique, antigène pour A et récepteur, puisque c'est bien un problème de récepteur. Donc ces molécules-là, vous voyez, cette stratégie est quand même extrêmement intéressante parce que c'est la première fois qu'on arrive aujourd'hui à vraiment reprogrammer des lymphocytes pour avoir une efficacité antitumorale importante. Alors, il existe deux molécules. Ces deux molécules, je vous ai mis les termes un peu barbares, mais vous voyez, les autorisations de mise sur le marché maintenant existent. Ça, c'est les autorisations américaines, les dates d'autorisation américaines, mais les AMM par rapport à l'EMA ont été données au milieu de l'année 2018 et le développement est en train de se faire en France. Alors, principe très important, et c'est là où vous voyez toute l'importance de cette molécule, retenez bien ça, ne lisez pas tout ça, la seule chose, c'est prolifération qu'il faut que vous reteniez. Pourquoi ? Parce que ces cellules, non seulement elles vont cibler la cellule tumorale, mais en plus elles vont s'expandre dans votre organisme. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire qu'une seule injection, et ce processus d'expansion va durer ensuite pour toute votre vie. Donc, ce n'est pas comme la chimiothérapie, on vous fait une cure, et puis il faut vous en faire une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième, et puis après on ne sait plus quoi faire parce que la tolérance n'est plus au rendez-vous, vous ne pouvez plus faire de chimiothérapie, et votre patient il est livré à lui-même. Là, vous faites qu'une seule injection, et vous avez un processus d'expansion en fait, de ces cellules dans l'organisme, et qui vont constamment lutter contre votre tumeur. Donc vous voyez que non seulement vous allez avoir une efficacité immédiate, mais vous allez aussi avoir une efficacité sur le long terme, et donc l'espoir d'une guérison. Et ça, c'est vraiment majeur, parce que certes, le produit coûte cher, mais si ça vous sauve la vie, ça peut valoir le coup. Alors, quel est le développement actuel ? Vous voyez qu'on est très en retard. En France, aux États-Unis, il y a 97 essais thérapeutiques en cours. En Chine, il y en a 66. Et en Europe, il y en a 14. Et vous voyez qu'il n'y en a que 3 en France. Donc vous voyez que malheureusement, on est très en retard. Ça date de 2017. Je pense que le retard est en train d'être rattrapé. Moi, je n'ai pas disserté sur les causes du retard. On peut espérer que petit à petit, ça se mette en place et qu'on ait une accessibilité sur tout notre territoire français de ces stratégies. Alors, comment est-ce qu'on les produit ? Alors, le schéma est un peu compliqué, mais il faut quand même que vous compreniez un peu comment ça se passe. Vous avez le patient qui est ici. Voilà, c'est tout ce rectangle-là. Vous prélevez ces lymphocytes, donc pareil, dans la moelle osseuse, la cellule de la moelle osseuse. Vous prélevez ces lymphocytes.
Vous fabriquez, en fait, vous introduisez dans ces lymphocytes la construction que vous voulez, vous voyez, avec l'anticorps, qui est ici contre les cellules tumorales, vous l'introduisez dans les lymphocytes T, vous les expandez, donc vous augmentez la quantité de ces lymphocytes, vous augmentez aussi leur qualité, puisqu'ils vont être vraiment spécifiques de votre tumeur, et vous les réinjectez. Et vous voyez qu'ensuite, ils vont non seulement vous les réinjecter en une seule fois, et non seulement il va avoir une efficacité antitumorale immédiate, mais aussi à distance par cet effet de prolifération. Donc voilà un peu comment ça marche. Il faut imaginer un patient qui serait par exemple à Clermont-Ferrand, on le prélève dans le service d'hématologie, les cellules vont ensuite à Amsterdam, d'Amsterdam elles sont envoyées en Californie, où là elles sont modifiées, elles sont renvoyées ensuite à Clermont-Ferrand 2-3 semaines après, et ensuite elles sont réinjectées chez le patient. Donc vous voyez qu'il y a tout un mécanisme de production qui aujourd'hui passe par les États-Unis, mais on peut l'espérer dans le futur avec des mécanismes de production françaises ou en tout cas européennes. Alors, il y a quand même des toxicités. Ces toxicités sont liées à ce qu'on appelle le syndrome de relargage cytokinique. Je vais passer assez vite, mais il y a vraiment des toxicités majeures. Ça nécessite une réanimation. Donc, c'est quand même des stratégies assez lourdes. Les cellules relarguent en fait des cytokines. On avait parlé de l'interféron et de l'interleukine 2. C'est en partie ces molécules-là, et elles sont à l'origine d'une toxicité très importante. Il y a aussi des neurotoxicités avec des encéphalopathies qui conduisent parfois à des crises convulsives sévères, voire des comas. Donc, vous voyez qu'il y a une prise en charge qui, là encore, doit être très spécifique. Enfin, vous avez bien sûr une efficacité telle que vous avez le fameux syndrome de lyse tumorale, c'est-à-dire que les cellules se détruisent et donc vont intoxiquer l'organisme. Parfois, vous avez une réaction immune à cause des cellules, puis ça reste de la thérapie cellulaire, ça crée une immunité un peu parallèle. Et enfin, ce qu'on appelle l'effet, par ces termes anglais un peu barbares, on target of tumor, c'est-à-dire que vous avez en fait des effets toxiques qui ne concernent pas la tumeur, mais qui concernent vraiment les cellules vont aller cibler des cellules normales et donc être à l'origine de toxicité. Donc voilà un peu les grands principes thérapeutiques avec les toxicités, et ça nécessite un certain nombre de règles, et vous voyez que c'est des molécules qui sont classées maintenant dans une classe thérapeutique qu'on appelle les médicaments de thérapie innovante, associés aux médicaments, donc assimilés aux médicaments de thérapie génique. Ça reste de la thérapie cellulaire, avec des organisations finalement de soins qui doivent être très spécifiques. Cette organisation va être soumise à régime d'autorisation et les tutelles sont en train maintenant de mettre en place toutes les prérogatives pour pouvoir administrer ce type de cellules, avec donc des autorisations spécifiques. On espère bien sûr, à Clermont-Ferrand, pouvoir appliquer ces stratégies thérapeutiques dans le futur. Voilà, donc ça, je passe là-dessus. Enfin, dernière stratégie, c'est ce qu'on appelle les inhibitions des checkpoints immunologiques. Alors, c'est un terme barbare, mais là encore, certains d'entre vous vont reconnaître un certain nombre de molécules qu'on utilise aujourd'hui dans certaines indications. Alors là aussi, c'est un petit peu compliqué, mais sur ce schéma, je vais essayer de vous l'expliquer. Là encore, essayez de bien suivre. Vous avez là le fameux lymphocyte T, puisqu'on parle toujours de lui, puisque c'est cette cellule qui a cette efficacité antitumorale. Vous avez ici la cellule cancéreuse, et vous avez ici ce qu'on appelle des cellules qui présentent les antigènes. Puisque quelque part, à un moment ou à un autre, pour que votre lymphocyte T soit efficace contre la tumeur, il faut bien qu'on lui ait présenté à un moment ou à un autre les fameux antigènes, vous voyez, de la tumeur. Alors, malheureusement, je vous l'avais expliqué, votre lymphocyte T, il peut devenir beaucoup moins efficace parce que la tumeur, elle a des mécanismes où vous voyez que ici, elle a un antigène qui reconnaît son anticorps ici, et il a un effet d'immunorégulation, mais par une voie négative. C'est-à-dire qu'il empêche le lymphocyte T de contrecarrer la tumeur. Vous voyez que quand il y a une fixation de cet antigène sur son anticorps, finalement, malheureusement, le lymphocyte T, il n'est plus efficace. Donc vous allez tout faire pour empêcher la fixation de cet antigène sur cet anticorps. De la même façon, je vous ai dit qu'il fallait présenter l'antigène pour que votre lymphocyte T soit actif. Vous avez ici, vous voyez, un mécanisme de présentation d'un antigène avec ici un récepteur. Si cet antigène se fixe sur ce récepteur, c'est un signal d'inhibition et le lymphocyte T n'est plus capable de détruire la tumeur. Donc vous allez tout faire pour inhiber finalement cette fixation ici de cet antigène sur cet anticorps. Et cette inhibition, vous pouvez la faire par des anticorps, vous voyez, qui sont représentés ici, qui finalement comblent l'espace. Et on imagine bien qu'en comblant l'espace, vous empêchez cette fixation. Et il y a deux molécules qui existent. Il y en a une qui est ce qu'on appelle l'ipilimumab. Vous voyez, il vient se fixer ici, empêche finalement cette liaison.
Et donc, vous n'avez plus de signal inhibiteur et le lymphocyte T est beaucoup plus actif. L'application thérapeutique, on la connaît très bien dans un certain nombre de maladies, et notamment dans les mélanomes. Vous voyez ici un mélanome avec énormément de localisations secondaires. Vous utilisez cet anticorps qui permet donc de restaurer une immunité des lymphocytes T, et vous voyez une efficacité thérapeutique spectaculaire avec une disparition, vous voyez, quelques mois après, de l'ensemble de la maladie, ou en tout cas d'une grande partie de la maladie. Et fait intéressant, c'est qu'initialement, vous avez un effet contradictoire. C'est-à-dire que, puisque vous allez libérer les lymphocytes T de façon plus efficace, ils vont venir au niveau de la tumeur s'agglomérer, et curieusement, dans les premières semaines qui suivent l'injection, votre tumeur, elle paraît plus grosse. Vous voyez, vous avez ici une tumeur, vous injectez votre anticorps, et hop, les lymphocytes viennent s'agglutiner contre la tumeur, et en fait, cet effet d'évolution, on a l'impression qu'il y a une évolution, c'est simplement une infiltration beaucoup plus importante de votre tumeur par les lymphocytes. Et si on prend des photos avec un peu plus de distance, ben vous voyez qu'on retrouve la même photo, mais de façon plus lointaine dans le temps, on a une vraie disparition, vous voyez, progressive de la maladie. Vous voyez, dans le temps, à plusieurs mois. Mais initialement, on a l'impression d'une évolution qui est simplement liée à l'infiltration des lymphocytes que vous avez libérés. Voilà les efficacités thérapeutiques. Alors bon, ça c'est des schémas de données de survie dans la littérature. On voit bien, alors je ne vais pas vous les détailler, mais on voit effectivement qu'on a une amélioration de la survie maintenant des mélanomes, tant en termes de survie globale qu'en termes de survie sans réapparition de la maladie, ou en tout cas progression de la maladie. D'où l'intérêt de la molécule. La deuxième molécule qui existe, vous voyez, est spécifique entre le lymphocyte T et le cancer. C'est ces fameux anticorps comme le nivolumab, qui est capable d'aller bloquer cette fixation à cet endroit. Et du coup, là encore, vous libérez l'efficacité des lymphocytes T et vous avez une efficacité antitumorale plus importante. Voilà un peu des schémas, là encore, de survie. Vous voyez que vraiment, ça fait beaucoup mieux que la chimiothérapie en termes de survie. Vous voyez et en termes de probabilité de rechute, de progression plutôt, vous voyez que le nivolumab, vous avez une probabilité beaucoup plus faible de progression que quand vous avez de la chimiothérapie. Voilà, alors là-dessus, et j'ai plus que 2 diapositives. J'espère vous avoir quand même pu vous démontrer, vous voyez, que l'immunothérapie est enfin, j'oserais dire, efficace, en tout cas la thérapie cellulaire. Vous voyez que c'est vraiment une nouvelle stratégie qui apporte quand même des efficacités thérapeutiques très importantes. Il faut bien sûr, ça nécessite de combiner plusieurs mécanismes d'action. Peut-être que dans le futur, on associera plusieurs types de cellules, plusieurs types de molécules, des anticorps avec des CAR T-cells, je ne sais pas, etc. En tout cas, les CAR T-cells sont vraiment une vraie révolution avec des perspectives prometteuses. Et je ne sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison, mais je pense qu'on est peut-être à l'orée de ce qu'on a connu comme la première drogue de chimiothérapie avec l'évolution d'un certain nombre de CAR T-cells qui vont ensuite se décliner dans beaucoup de pathologies cancéreuses. Mais en tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Donc c'est vraiment qu'un début. Le problème, c'est que ce début a des contreparties, et je vous ai mis un certain nombre de contreparties. Il y a évidemment une réorganisation de nos structures hospitalières qui est indispensable. La pratique de la cancérologie, il y a 20 ans, n'est plus ce que l'on fait maintenant, et il faut que nos structures hospitalières sachent s'adapter à tout niveau. Quand je dis à tout niveau, c'est dans la pratique libérale, dans les liens entre l'hôpital et cette pratique libérale, mais aussi dans les hôpitaux, quels qu'ils soient. Au niveau des locaux, il faut pouvoir gérer bien sûr les nouvelles toxicités. Il faut avoir une certaine forme de collégialité, parce que par exemple, moi, l'immunologie, je ne suis pas une star de l'immunologie, loin de là, donc j'ai besoin d'avoir un immunologiste à côté qui m'aide, mais j'aurais aussi besoin d'un neurologue, vous voyez, qui va gérer les toxicités, j'aurais besoin probablement d'un spécialiste d'organes qui va bien connaître le cancer du côlon, par exemple, et m'aider dans ces stratégies, etc., etc. Donc vous voyez que la pratique maintenant de la cancérologie, très isolée et seule, elle est totalement dépassée. Il faut aussi qu'on apprenne à travailler de cette façon. Et j'insiste aussi sur les proximités ville-hôpital. Les régimes d'autorisation, je vous en ai parlé, ça va effectivement se développer et on aura donc des sites autorisés et bien sûr probablement pas d'autres. Il faut une formation médicale et paramédicale. Bien entendu, quand on va réinjecter des CAR T-cells, il faut que l'infirmière ou les aides-soignantes ou quiconque qui entoure le patient dans une démarche collective puisse savoir un peu quels effets indésirables puissent apparaître et comprendre en fait ce qu'il fait. Nouvelle définition du parcours de soins, c'est évident. Les coûts thérapeutiques, écoutez, je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Le coût thérapeutique d'un CAR T-cell, c'est à peu près pour une injection. Aux États-Unis, c'est 450 000 $. On parle aujourd'hui en euros pour la France. Une injection de CAR T-cell, ça sera à peu près 400 000 €. Vous voyez, une allogreffe, ça coûte en gros 200 à 250 000 €.
Donc vous voyez qu'on est vraiment maintenant dans des stratégies de coûts qui sont extrêmement importants et bien entendu ça doit poser des problèmes, enfin ça va poser des problèmes à tout citoyen qu'on est parce que l'État a une certaine richesse mais encore faut-il qu'elle la donne probablement là où il faut et elle a peut-être aussi des limites. Donc il y a un problème de coût thérapeutique sur le court terme et sur le long terme, sachant qu'en plus il y a aussi un coût au niveau des hôpitaux qui n'est pas compris dans le coût des médicaments. Donc vous voyez que l'affaire commence et elle n'est pas encore terminée. Voilà ce que je voulais vous dire sur la thérapie cellulaire. J'espère que je n'ai pas été trop complexe. Et en tout cas, si pour certains je l'ai, il n'y a aucun problème pour essayer de lever certaines ambiguïtés. Monsieur le chairman, un grand merci. Merci Jacques-Olivier.